Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, nous allons parler de DEI, Divide et Impera, un jeu de Tommaso Battista, édité par Ludus Magnus Studio, en VO, mais pour la VF, ce sera Intrafin. Et le jeu est déjà disponible aujourd'hui en boutique et il vous permet de découvrir un Londres post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand problème avec les hommes, ce qui n'est pas fort étonnant, et tout a gelé globalement, la terre a gelé et du coup on se retrouve avec très peu de survivants qui sont divisés en factions et il y a une grande faction qui sont les sans-purs qui ont réussi à mettre la main sur le monde, on va dire, en tout cas au niveau de Londres, et ils distribuent le reste de nourriture au fur et à mesure aux gens qui leur fournit ce qu'ils leur demandent. Ils ont des demandes qui sont définies par des objectifs parce qu'il va y avoir 4 manches dans le jeu et ces demandes vont reposer sur une certaine disposition sur le plateau de jeu qui se trouve ici et qui vont nous permettre d'avoir donc de la nourriture. Les points de victoire, c'est de la nourriture pour peu que l'on réponde à leurs objectifs. Donc les joueurs vont chacun avoir une faction, un personnage spécifique qui a un pouvoir, un micro-pouvoir qui est intéressant pour le jeu. Ici, on a une installation pour 3 joueurs, composée de 12 plaques quartier. On va avoir 4 plaques quartier en plus si on était 4 joueurs, ce qui veut dire que c'est une table assez importante à ce niveau-là. Ces plaques quartier ont une configuration de base qu'on leur propose dans le jeu spécifique, mais vous pouvez les tourner dans le sens que vous voulez, ce qui va évidemment changer les chemins que vous allez créer dans le système. Et en plus, on peut même former son propre dessin, pas nécessairement sous forme quadrilatère, mais carrément avec des petits morceaux et un petit chemin qui vont plus loin ainsi. C'est un petit peu selon l'envie des joueurs, c'est pas un gros souci. Le jeu est prévu pour ça. Autour, on va avoir des marchés. On a un marché par couleur, on a 3 couleurs dans le jeu qu'on retrouve ici. Et on a un marché noir. Et on va donc avoir des plaques quartier qui sont en différents étages. C'est-à-dire qu'on a le sol et on a les toits. Alors, même si vous voyez au niveau de la 3D qu'il y a 2 niveaux au niveau des toits, c'est juste pour séparer les espaces, mais c'est pas à une zone différente. Tout ça est un toit, même s'il y a des étages entre ceux-ci. Donc ça, c'est vraiment l'idée générale, c'est qu'on va avoir 2 niveaux spécifiques. Des niveaux qui vont délimiter des zones. Donc on va avoir un quartier, c'est une plaque. On va avoir une région, c'est toute une zone qui est délimitée par ces frontières noires ainsi. Mais toute cette zone-ci est une seule zone. On va avoir ici ces 2 tuiles séparées parce qu'elles sont sur 2 quartiers ici, mais c'est une seule zone. Par contre, dans cette zone-ci, on a une deuxième zone, vu qu'ici il y a une ligne blanche qui sépare les 2 zones. Donc on va avoir des zones séparées par les frontières noires au sol, des lignes blanches ici sur des toits, et les différents étages font qu'il y a 2 zones qui sont présentes ici. Les zones sont éventuellement soit adjacentes, mais le rez-de-chaussée avec l'étage ici, ça se touche, c'est adjacent, là c'est adjacent, et alors on a celles qui sont connectées. Connectées, ça veut dire qu'on peut passer de l'une à l'autre, on peut passer d'une zone de sol à une zone de sol, on peut passer d'une zone de toit à une zone de toit, une zone de toit à une zone de toit. Par contre, ça et ça, une zone de toit et une zone de sol, c'est adjacent mais non connecté. Ce ne sera connecté que si vous avez des ascenseurs, des échelles de corde. Comme ici, il y en a une neutre ici qui me permettra d'aller du sol au toit, ici, et me permettra donc d'avoir une zone qui est connectée entre ces 2 zones-ci. On en a une ici, on en a une là, on en a une là. Donc on a quelques-unes sur le plateau de jeu. Ce sont des ascenseurs neutres. Tout le monde peut l'utiliser pour se déplacer, mais on va pouvoir aussi dans le jeu placer nos propres ascenseurs où il n'y aura que nous autres qui pourrons les utiliser. Outre les ascenseurs, nous avons aussi les passerelles. Les passerelles permettent de connecter 2 zones de toit. Alors, une passerelle, c'est un petit peu spécifique parce qu'elle doit être placée absolument dans un seul quartier, donc elle ne peut pas déborder sur plusieurs quartiers. On en reparlera quand on fera les constructions. Mais ici, au niveau du début du jeu, vous avez clairement les endroits où vous devez les placer. Et c'est une passerelle neutre. On a aussi ces passerelles personnelles. Les passerelles neutres, tout le monde peut l'utiliser. Les passerelles personnelles, seule la faction peut l'utiliser. Au début du jeu, chaque faction a 3 attributs. Ce sont des jetons qui ont été tirés au sort et qui sont offerts, un par couleur, et qui vous donneront des pouvoirs au fur et à mesure du temps quand ils seront développés. Donc ce sont des attributs spécifiques. On va les garder pour l'instant fermés. On verra comment les récupérer. On a aussi 2 ressources, une ressource de technologie, une ressource d'énergie. Les technologies sont celles qui sont placées au début du jeu sur les petits ronds au niveau du sol et les énergies sur les petits triangles au niveau des toits. Les énergies sont au niveau des toits et les ressources technologiques sont au niveau des sols parce que les énergies valent plus cher dans le jeu
que celles qui sont au niveau du sol. C'est plus compliqué de monter à l'étage. On va aussi avoir un drone par faction qui sont présentes ici, qui ont chacun un pouvoir spécifique, qui sont placés sur des endroits de départ de chacune. Il y a 4 drones dans le jeu, mais le 4e drone n'est utilisé que si vous jouez avec la 4e faction. Et donc on va avoir, selon les factions jouées, les drones associés qui seront placés dans le jeu. DEI est un jeu de majorité, une majorité sans combat réel. Et donc la première chose qu'on va avoir besoin, ce sont des troupes qui vont être ici sur notre plateau de jeu. La première action du jeu, ça va être dans l'ordre du tour, qu'on va avoir ici, par exemple comme ceci, de placer nos troupes à l'intérieur du jeu, donc de rentrer, et on va toujours rentrer des troupes par un refuge. Il y a un refuge neutre ici, un refuge neutre là. On va avoir aussi la possibilité de rajouter nos propres refuges pour rentrer quelque part spécifiquement dans le jeu, parce que c'est assez loin d'un coin à l'autre. Et donc le premier joueur va pouvoir rentrer son personnage et 2 ferrailleurs, donc 2 troupes de base. Donc le personnage est un petit peu plus grand, un petit dessin, et les ferrailleurs sont spécifiques à chacun. Il faut pouvoir le rentrer dans un des refuges, par exemple ici. Le deuxième joueur va pouvoir le faire la même chose dans un autre espace, ou le même. C'est pas un problème ici, dès qu'on va rentrer des personnages, on peut les rentrer même s'il y a déjà quelqu'un, parce qu'un refuge permet de récupérer des nouveaux personnages en jeu. Son chef ici est 3 ferrailleurs. Il décide d'aller de l'autre côté pour pas s'embêter avec trop de monde d'un coin. Et puis le 3e joueur va faire pareil, aussi avec son personnage privé, et alors ici 4 ferrailleurs. Et donc s'il y en avait un 4e joueur, il aurait eu 5 ferrailleurs. Pareillement, je vais rentrer dans une des 2 zones, il y a déjà quelqu'un partout, ben je vais là-bas où il y a le moins de monde, que je considère donc les gens les plus faibles parce qu'ils sont moins nombreux. C'est un jeu de majorité, donc les cases sont importantes, les personnages qui vont être dessus sont très importants. Chaque manche est divisée en 3 phases, ici. Et on va donc avoir 4 manches sur l'ensemble du jeu. Chaque phase va consister à sélectionner 2 cartes parmi l'ensemble des cartes que le joueur a en main et de les placer ici sur son plateau. Ces cartes-ci vont me permettre d'avoir les actions que je vais faire lors de cette phase-ci. Actions que je ferai dans l'ordre que je veux. Si j'ai choisi ces 2 cartes-ci, je vais pouvoir choisir faire la carte 1 puis la deuxième, la 1 et la 2. Par contre, je ferai complètement une carte avant de passer à la suivante. Et donc, je vais choisir mes 2 actions dans l'ordre du tour ou alors en planification. Donc c'est beaucoup plus facile de jouer dans l'ordre du tour. Chacun à son tour de jeu choisit ses 2 cartes, va les placer ici et va faire les 2 actions qui vont avec. Que en planification. En planification, ça veut dire que chacun, avant que le premier n'ait joué, va sélectionner ses 2 cartes, va imaginer ce qu'il va faire, et puis quand c'est son tour de jeu, va révéler et dire ben voilà, au final je fais ceci. Le problème c'est que parfois le plateau il a changé et c'est pas vraiment ce que vous espériez faire qui sera encore possible parce que les joueurs ont modifié les choses. Donc c'est beaucoup plus simple de le faire à son tour qu'en programmation. Votre première partie, faites-le à votre tour. Une fois que vous êtes plus à l'aise là-dessus, faites-le éventuellement en programmation, au moins essayez-le en programmation. Ça dépend du type de joueur que vous avez. Il est beaucoup plus agréable évidemment quand on le choisit à son tour de jeu. Alors quelles sont un petit peu les actions de base que je peux faire avec mes cartes? Les premières, les plus simples, sont les petits pieds. Les pieds, ça me permet de déplacer un groupe de joueurs d'une case vers une case connectée. Donc ici, permettrait de me déplacer tous mes personnages ou un seul d'une zone à l'autre. Par exemple, pour en déplacer 3 ici, ça fait un déplacement de petits pieds que je ferai ici, et 2 là-bas, ça me fait 2 déplacements. Je me suis arrêté là, c'est très bien. Je peux donc dire, ben voilà, je suis bien positionné ici pour plusieurs ressources. Maintenant, il y a des limitations au niveau de mon déplacement. Imaginons qu'on est toujours ici, et le joueur orange qui a joué avant moi est allé se déplacer là-bas. Du coup, je peux toujours faire mon déplacement ici sans aucun souci si je le voulais. Par contre, là, je ne peux pas rentrer dans la case. Pourquoi? Parce qu'elle est maintenue, il y a des règles de majorité, elle est détenue par le joueur orange qui a la majorité sur place. Il a 3, je n'ai que 2. Je ne peux me déplacer vers une case que si j'ai la majorité. Autrement dit, ça c'est possible, mais ça je ne peux plus le faire. Par contre, si à la place d'avoir été faire ceci de ce côté-là, j'étais à rentrer avec mes 4 personnages, voire mes 5 personnages sur la case, je pouvais parce qu'en rentrant, je prenais la majorité de la case et donc là-bas, c'est tout à fait possible. Par contre, ça ne chasse pas les gens qui sont déjà présents. Les gens qui sont présents ne sont pas ni tués, ni détruits, il n'y a pas de combat. Simplement, ils n'ont plus la majorité, ils ne détiennent plus le contrôle de la case. Et ça, c'est important. C'est important pour certaines cases qui sont très très importantes dans le jeu, comme les cases de marché. Ces cases de marché ici, imaginons, eh bien, mon premier joueur, il a été faire ceci,
il s'est déplacé ici et il s'est déplacé là-bas. Ça lui faisait aussi 2 mouvements sans aucun problème pour lui. Eh bien, en étant ici, avec 1, 2, 3, on s'en fout, tant qu'il a la majorité sur la zone, il a le contrôle du marché rouge. Et donc ce contrôle de marché, il va le mettre sur son plateau de jeu. Moi, quand je me déplace, j'ai envie d'aller chercher le contrôle aussi. Imaginons que je déplace à nouveau, je fais un bloc se déplace ici, ça fait un mouvement, et puis j'en envoie 4, j'en laisse un pour contrôler la zone, et mon deuxième mouvement, donc il y a une zone ici, une zone là-bas, c'est correct. C'est moi qui reprends le contrôle à orange de ce petit cube, de ce marché qui était présent, et donc je vais le placer chez moi, à la place de le laisser chez lui. Donc ça va me permettre d'avoir les contrôles, et les petits cubes me permettent de dire qui a combien de contrôles à ce niveau-ci. C'est important ce marché parce que à la place de faire mon action normale de la carte, j'aurais très bien pu retourner une carte ainsi. Quand je retourne une carte, quand je laisse une carte retourner, évidemment je ne ferai pas l'action qui est indiquée dessus, mais je pourrais à la place aller au marché. Marché qui est soit le marché noir, un marché de couleur spécifique. Le marché noir, tout le monde peut y aller. On va globalement pour aller au marché acheter une carte, on va payer son coût en triangle ou en rond, donc en énergie et en technologie. Et parfois il y a ici quelque chose à payer en plus, il faut payer une technologie en plus, et celle-ci, quand j'aurai tout payé, je recevrai une technologie. Par contre, chez les autres, il n'y a pas cette modification spécifique comme il y a là, le marché noir. Il y a des petits symboles ici. Eh bien, pour avoir accès à certaines cartes, celle-ci par exemple, que je peux payer, je devais contrôler un marché. Je dois contrôler un marché rouge, je dois contrôler 2 marchés rouges, marché vert, marché bleu. Donc, si je voulais acheter ceci, eh bien, je devais contrôler un marché rouge pour pouvoir y aller et payer ceci. Donc, ma deuxième carte aurait pu être d'acheter ça, je paye mes ressources ici et j'achetais cette carte-ci. Carte qui vient dans ma main, je peux donc l'utiliser dès le tour suivant. Je vais glisser tout ceci et je vais placer quelque chose d'autre. Donc, les cartes ici ont des pouvoirs spécifiques, souvent des pouvoirs uniques, des pouvoirs améliorés, il y a beaucoup plus de choses à faire, ou des pouvoirs vraiment qu'on ne trouvera pas ailleurs, ici, qui sont en rouge, ou même des pouvoirs uniques, comme le copie ici. Voilà, donc ça va être le marché et on va avancer son marché. Les cartes de marché vaudront des points de victoire, de la nourriture à la fin de la partie pour peu que vous les ayez achetées. Ça, c'est donc l'action marché. Il faut savoir que la carte que j'ai jouée pour acheter une carte de marché ici va être ensuite défaussée et je ne l'aurai plus à la fin de la manche. Donc la manche suivante, je ne pourrai plus jouer avec cette carte-ci. Maintenant, revenons ici à mon autre option. Donc les déplacements, très facile. Simplement, je dois me déplacer vers une zone où j'ai la majorité après mon déplacement. Donc que je l'ai déjà avant, ce qui ne changera rien, ou que je l'ai après parce qu'il y avait quelqu'un. Alors ici, vous avez 2 symboles. Le petit symbole de Stormtrooper, ça permet de rajouter un bonhomme quelque part. Donc, par exemple, je peux le mettre dans un refuge ici. Donc, il vient toujours sur base d'un refuge. Tandis que le symbole de la petite pince, c'est une collecte. Ça me permet de faire une collecte dans la zone. Ici, j'ai une zone, je peux faire une collecte. Là aussi. Que ce soit là ou là, je ne peux en prendre que un. Simplement, je choisis la zone, je prends ici, vu qu'il y a déjà du monde, ça évitera autre chose. Les ressources que je récupère, comme indiqué ici, c'est maximum 10 dans mon plateau. Et c'est pas 10 à la fin de mon tour, c'est 10 quand je prends. Donc parfois, c'est important de faire attention à ceci. Petit détail pour la collecte, c'est que vous pouvez faire la collecte à un endroit où vous êtes majoritaire. Donc ici, moi j'ai été prendre la ressource qui se trouvait là. Orange, pour l'instant, même si c'est à son tour de jeu, il ne pourra pas aller prendre cette ressource-là. Donc c'est très important, surtout quand vous jouez en carte cachée, donc en planification, parce que parfois vous comptez collecter quelque chose et puis vous ne savez plus le faire parce qu'effectivement quelqu'un d'autre est venu prendre votre majorité sur un endroit. J'ai joué mes 2 cartes, les autres joueurs vont certainement aussi faire pareil, vont aller prendre des contrôles, et ici à gauche, à droite peut-être, hop, des déplacements, celui-là va partir avec, peut-être une collecte, peut-être un truc ainsi. Et on va chacun avoir fait nos petites actions à gauche, à droite. Deuxième manche, comme la première. Je vais donc reprendre dans ma main, choisir dans tout ceci, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Alors hop, on va reprendre des trucs différents, on va prendre ceci, et on va prendre cela. Cette carte-ci va me permettre ici d'avoir au choix une des 3 actions et une construction. Je fais mes actions dans l'ordre que je veux, pas nécessairement ça, puis ça, c'est vraiment toute la carte, mais par contre je le fais où je veux. Un déplacement, une collecte ou à l'ajout d'un personnage. Et je peux avoir une construction. Une construction, ça va être de me permettre de placer un grappin, un refuge ou une passerelle à un endroit où je me trouve.
Pour faire ma construction, je ne suis pas obligé d'être majoritaire sur la zone. Donc orange pourrait très bien ici faire une construction d'une tente, donc un refuge, à sa couleur, pour pouvoir faire rentrer directement des personnages ici et me reprendre le contrôle. Il n'est pas non plus interdit que moi-même je fasse pareil et que je fasse une construction qui me permette de mettre un refuge. Sur la même case, il peut y avoir plusieurs refuges, il peut y avoir plusieurs grappins, on peut avoir un petit peu tout ce à ce niveau-là. Donc ça c'est très facile, je vais le placer, ça me permettra de faire des rentrées et je vous ai dit, quand vous rajoutez, comme vous voyez au début du jeu, des personnages à des endroits où il y a déjà quelqu'un, ce n'est pas important, ce n'est pas obligatoire d'avoir absolument le contrôle de la zone à la fin de l'ajout du refuge. Donc ici c'est le refuge. Je peux construire aussi, ce sont mes grappins. Un grappin me permettrait ici de monter à l'étage. Pour construire un grappin, c'est un endroit où vous êtes, pas nécessairement que vous contrôlez. Je mets toujours un grappin sur la zone sol, mais j'aurais très bien pu mettre un grappin depuis un étage pour moi redescendre. Donc je peux très bien mettre mon grappin quand je suis sur l'étage pour pouvoir en redescendre. Ça me permet de connecter les zones et donc avec un déplacement, de monter, si je le voulais, ce personnage-ci ici. Attention, si je fais ça, si je me déplace ici pour aller prendre le contrôle du vert, eh bien, je perds le contrôle du rouge parce que les égalités ne sont pas majorité. Donc, systématiquement, si je reviens à égalité ici, mais je perds mon contrôle immédiatement. Idem si c'était l'orange qui avait repris la majorité, même si j'étais à 4 en rajoutant 2 personnages, vu qu'il avait mis un refuge, eh bien, ça partirait immédiatement d'un joueur à un autre. Donc, s'il n'y a pas de majorité, le cube se retrouve ici, sauf s'il y a des pouvoirs dans les attributs qui ont été retournés ici, qui disent « vous avez gagné les égalités ». Chacun a une carte spéciale qui est une carte de drone, qui est le drone de sa faction. Donc moi, ce drone, c'est celui-ci. Eh bien, je vais pouvoir l'utiliser avec la carte drone. Tous les drones ont une capacité de déplacement de 1 ou 2 cases adjacentes. Ils volent, donc on s'en fout un petit peu qu'ils soient connectés ou pas connectés, donc il peut très bien se déplacer 1, 2 sans aucun souci. Et le pouvoir de mon drone, c'est qu'une fois que j'ai fait son déplacement, il peut alors soit déplacer 2 personnages qui m'appartiennent de une case adjacente, soit un seul d'une case vers un toit, donc changer d'étage. Donc, soit il déplace 2 personnages sur la même zone, sur la même région, sur des zones connectées, donc de sol vers sol, de toit vers toit, soit un seul qu'il fait passer d'un étage directement sans avoir besoin de trouver ou d'avoir ici un grappin pour monter. Donc il permettrait de déplacer mon personnage beaucoup plus facilement. Ça, c'est le pouvoir de ce drone-ci. Celui-ci va se déplacer et va faire 2 collectes, tandis que celui-là va pouvoir se déplacer et de faire 2 entrées de personnages sous la tuile. Donc on va avoir chacun le pouvoir spécifique du drone qui va varier, soit pour des déplacements de joueurs, soit pour de la collecte, soit pour rentrer des personnages. Et celui qui manque ici, celui de Batman, il va pouvoir se déplacer et quand il va à un endroit où il y a des factions qui se trouvent là, il va pouvoir éliminer des bonhommes, un bonhomme par faction présente. Donc ici, il permettra d'en éliminer 2. Et ceux-là sont vraiment détruits, vont revenir dans le pot de chaque joueur. Donc ça, c'est le seul qui détruit vraiment les personnages adverses. Et en plus, il va vous permettre de gagner des points de victoire. Donc si un joueur l'utilisait, imaginons le mauve, va permettre de gagner des points de victoire parce que il aura éliminé des personnages. Donc ça, c'est vraiment super balèze celui-là en comparaison des autres. Et en plus, il aura un petit glucidon. C'est un petit jeton qu'on va piocher ici. Et le joueur pourra l'utiliser sur une carte pour faire une action bonus en plus de ce qui est indiqué sur la carte. Donc ça, c'est très puissant d'éliminer les autres joueurs. À vous à faire gaffe par rapport à ça et à ne pas donner trop de facilité à la faction qui en dispose pour le faire. Mais vous pouvez très bien vous-même contrôler le drone d'un autre joueur ou contrôler plusieurs fois la même faute. Pourquoi? Parce qu'il y a des cartes qu'on peut acheter qui sont des cartes drone dans chaque zone sauf dans le marché noir qui nous permettraient alors d'avoir le contrôle quand on le joue de ce drone là pour l'envoyer beaucoup plus loin que la zone où vous êtes parfois, pour vous-même aller chercher les points de victoire liés à la destruction d'autres joueurs et d'ainsi profiter des avantages qu'un joueur ou qu'une faction spécifique aurait. Alors, le drone ici qui détruit ne peut jamais détruire les chefs, il ne peut détruire que les ferrailleurs, que les petits qui se trouveraient à côté. Mais à 3 joueurs ici dans ma configuration, vu que je ne joue pas avec le personnage qui contrôle logiquement ce drone là, je ne trouverai pas la carte ici qui permettra de l'acheter et de le contrôler vu qu'il n'est pas en jeu.
à la fin de la deuxième phase, vous avez une petite flèche ici qui va indiquer qu'on va vérifier est-ce que les attributs peuvent être révélés. Ce n'est révélé qu'à la fin de la deuxième phase, pas de la première. Et pour qu'un attribut soit révélé, il faut qu'un joueur contrôle 2 marchés de la couleur de l'attribut. Donc, par exemple, ici, imaginons que j'ai réussi à faire déplacer mon personnage ici. J'ai pris le contrôle de ceci. J'ai donc 2 cubes verts à ce niveau-ci. Eh bien, je vais pouvoir révéler mon attribut. Un attribut spécifique qui dit qu'une fois par manche, je vais pouvoir payer avec du rond comme si c'était du triangle ou dans l'autre sens pour faire une action d'achat dans un des marchés. Donc c'est tiré au hasard à ce niveau-ci et on va ainsi faire pareil pour chaque zone. Si plus tard je perds ceci parce que quelqu'un est venu me le reprendre d'une manière ou d'une autre, voilà comme ceci par exemple, il est reparti chez les oranges, eh bien je ne perds pas mon attribut, il a été révélé, je peux l'utiliser. Donc c'est vraiment intéressant d'arriver à se battre pour avoir ces 2 marchés contrôlés à un moment clé qui est la phase 2, la fin de la phase 2, d'avoir ce contrôle-là. Comme c'est fait immédiatement à la fin de votre tour et pas à la fin de la phase pour tous les joueurs, eh bien même si quelqu'un vous reprend le cube ici, et donc j'avais à la fin de mon tour les 2 cubes verts et puis orange à jouer est venu me les reprendre, eh bien c'est pas grave parce que c'est à la fin de mon tour que je regarde si je peux le révéler, il me le reprend. Il n'est pas retourné, c'est fait, mon action est faite. Donc c'est très important à ce niveau-là aussi, au niveau du timing. Alors je reviens pour ma dernière action que je peux faire avec ma construction, c'était de placer une passerelle d'un endroit à un autre. Alors une passerelle doit être placée toujours à un endroit où je me trouve et je vais devoir la placer dans un seul quartier. Donc je ne peux pas faire quelque chose, je vais dire comme ceci, où je me retrouve une passerelle qui permet de passer d'un quartier à un autre. Donc je dois toujours avoir ma passerelle qui est placée sur un seul quartier. Ma passerelle est placée là-bas où j'ai un personnage. Donc ici je peux le mettre, effectivement j'ai un personnage, bon, même s'il y a beaucoup de place ici. Je vais la placer ici. Je peux la placer comme ceci. Hop, voilà. Je suis sur un seul quartier. Je suis présent et la dernière règle, c'est la zone sur laquelle je passe, c'est une seule zone et c'est pas plusieurs. Donc ici, je passe au-dessus d'une seule zone. Il faut que les choses soient vraiment très claires à ce niveau-là. Donc si vous le mettez comme ceci par exemple, voilà, je suis bien sur une seule quartier, je suis bien présent, mais par contre ma passerelle passe un petit peu au-dessus de cette zone-ci. Et bien ça c'est interdit, donc vous devez vraiment faire attention à ceci. Pourquoi? Comme ceci pareil, c'est la même chose, là je passe au-dessus de 2 zones, celle-là et celle-là, c'est aussi interdit. Par contre, changer d'étage, je vous ai dit, les toits ils sont connectés à la même hauteur, donc c'est pas grave, même si vous montez un petit peu. Par contre, il n'y a pas de passerelle qui permette de descendre ainsi. Donc c'est toujours pour rester en zone de toit et en passant sur une seule zone en dessous de vous. Voilà, comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a certains pouvoirs qui disent que en dessous de la passerelle, vous gagnez 2 points de majorité ou un truc ainsi. Et donc si vous étiez sur plusieurs zones, eh bien, ça posait un petit peu problème en disant que c'était trop fort pour la seule passerelle d'avoir 2 pouvoirs en dessous. Voilà, j'ai déjà vu toutes les possibilités des actions de base qui sont d'ailleurs reprises sur votre plateau de joueurs. Donc il y a une aide de jeu qui est très bien faite à ce niveau aussi. Et puis vous avez les actions avancées, qui sont toutes les actions avancées, c'est tout ce que vous allez trouver en plus sur les différentes tuiles. Mais globalement, c'est assez simple. On va pouvoir rejouer une fois, on va faire des actions de déplacement mais avec un pouvoir spécifique. Donc ici, avec le bleu, on va pouvoir monter sur des toits comme si on avait une échelle de cordes. On va pouvoir contrôler n'importe quel drone avec un mouvement à +1. On va recruter un personnage donc depuis un refuge, mais à la fin on va rajouter une ressource de la réserve à l'endroit où on vient de recruter, donc on permettra de collecter des ressources immédiatement derrière. On va, ici qu'on a un petit point, c'est par marché que l'on contrôle, on peut faire la même action qu'on a dit. On récupère le drone ici avec un déplacement de 1 en plus. On va avoir par marché rouge la possibilité de se déplacer sur des zones que l'on n'a pas la majorité, donc pouvoir faire des déplacements sans avoir la majorité. Très intéressant pour se placer quelque part, pour ensuite faire une construction, pour ajouter un refuge et alors rajouter des troupes directement sur place. On va pouvoir ici par marché que l'on a recruté un personnage sous des zones où on n'a pas de refuge mais qu'on a déjà quelqu'un. Donc quelque part ici, si je n'avais pas de refuge mais que j'avais quelqu'un, je pourrais déjà recruter ici. Et puis ce sont des pouvoirs améliorés, donc c'est assez simple. Donc tout ça est expliqué dans cette petite feuille ici, c'est très clair, c'est très bien fait au niveau de l'aide de jeu parce que franchement toutes les règles du jeu y sont retrouvées. Et donc je vais pouvoir utiliser ces cartes-là au fur et à mesure. Et puis il va arriver la dernière phase, on va placer à nouveau nos petites cartes pour jouer, éventuellement en marché, éventuellement autre chose. Donc je vais pouvoir ici recruter plein de monde, le rajouter sur mon plateau pour prendre le contrôle peut-être du rouge. Et quand c'est fait, il va me rester quelques cartes en main. Si j'avais acheté ma carte là-bas, j'avais fait un marché.
fin de la manche, on va récupérer toutes ces cartes, sauf celles qu'on a utilisées pour aller au marché, qui elles seront défaussées et on ne jouera plus avec. Donc on va toujours recommencer une nouvelle manche, logiquement, avec 8 cartes en main que l'on va jouer au fur et à mesure. Donc systématiquement, on va récupérer toutes les cartes jouées, on va pouvoir les remettre pour la manche suivante. À la fin de la manche, ce qu'on va faire aussi, ça va être d'aller voir les objectifs qui ont été demandés. Ici, chaque joueur a 4 marqueurs d'objectifs qu'il va pouvoir placer et il y a des demandes qui sont placées ici. Ces objectifs ici, ils sont en 2 couleurs. La couleur grise est plus intéressante que la couleur bleue. Eh bien, la différence, ça va être, est-ce qu'on a respecté les demandes qui ont été faites par les sangs purs dans le temps? Le temps, c'est la manche 1. À la fin de la manche 1, tout est dans les temps parce que tout est à ce niveau-ci ou plus loin. Donc ça, ce sont les demandes futures, mais on peut déjà y répondre aujourd'hui. À la manche 1, je vais devoir choisir ici dedans, qu'est-ce que je veux faire? Imaginons que je décide de faire ceci. Je touche 2 points de victoire, donc 2 nourriture, par marché adverse sur laquelle j'ai au moins un personnage. Donc ici, j'ai un personnage, je ne le contrôle pas. Là-bas, je le contrôle. Eh bien, j'ai donc 4 points de victoire si je décide d'aller à cet endroit-là pour valoriser ceci. Je peux très bien aller ailleurs, je ne suis pas obligé de prendre absolument la première ligne. La différence, c'est qu'au fur et à mesure des manches, ce marqueur-ci va avancer. Donc si je ne suis pas allé ici, que j'étais allé là-bas, j'avais des points de victoire plus intéressants là-bas, imaginons, eh bien, je vais pouvoir à la fin de la deuxième manche, choisir toujours un nouveau marqueur plus au même endroit. Et si je vais faire une action qui était inférieure à la position du marqueur, eh bien là-bas, je vais toucher la partie bleue. Donc, si je réponds à la demande dans les temps où on avance, je vais avoir ce qui est indiqué dans la partie grise. Si je réponds à une demande en retard, je vais avoir ce qui est indiqué dans la partie bleue. Et c'est juste ça, au fur et à mesure des manches, qui va augmenter, qui va définir la zone dans laquelle on va aller travailler. Alors, là, vous avez une mise en place assez facile, sympathique, parce qu'il y a 8 possibilités. Ce qui veut dire qu'on n'est pas nécessairement tous sur les mêmes objectifs au même moment. Par contre, vous pouvez très bien jouer en mode un petit peu plus difficile, où on va retirer toute une ligne d'options. Et donc, tous les joueurs, alors, visent les mêmes cartes. C'est-à-dire qu'on sait tout ce qu'on va viser, le positionnement sur des zones vertes, le contrôle, les majorités sur des marchés rouges, on va viser les constructions qui ont été placées et on va viser le positionnement sur des marchés rouges. Et tout ça, on va essayer de le faire en même temps parce que si on ne veut pas avoir de retard, sachant qu'on va devoir mettre ces 4 marqueurs, logiquement tout le monde voudrait faire celui-là au premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Donc ça c'est beaucoup plus difficile. On peut sacrifier en disant ok là je ne l'aurai pas, je vais d'abord faire ceci et alors effectivement on reviendra dessus obligatoirement pour faire la partie basse à un autre moment. Donc ça c'est vraiment plus complexe si vous n'avez qu'une seule ligne parce que ça vous limite dans vos choix et tout le monde veut faire la même chose au même moment. Donc il y a plus de confrontation et si vous travaillez avec une seule ligne et avec planification, c'est encore plus dur à ce niveau-là. Il reste à faire un petit mot sur les personnages de chacun. Donc chaque faction a pour son personnage principal un pouvoir spécifique. Ici, ça me permet de me déplacer sans avoir la majorité quand je rentre sur une case, pour peu que mon personnage soit présent, qu'il soit seul ou qu'il soit accompagné, c'est pas grave, il peut se déplacer sur des zones sur lesquelles il n'aurait pas majorité. Ici, il ne pourrait pas aller logiquement parce qu'il n'est pas majoritaire. Eh bien, son pouvoir permet lui de se déplacer malgré tout à ce niveau-là. Le pouvoir du orange ici, c'est que quand il fait une collecte, il en fait une deuxième. Donc, imaginons qu'il soit ici et qu'il fasse une action collecte. Eh bien, il fait l'action collecte normale et l'action collecte pour son personnage. C'est uniquement lui qui peut le faire, c'est pas lui. Le personnage mauve ici, lui peut tout seul, changer d'étage. Donc, lui, il peut passer comme ceci. Il est toujours considéré comme étant connecté avec les étages. Donc, il est beaucoup plus facile pour monter, pour aller chercher des énergies qui sont à l'étage, qui sont beaucoup plus rentables et qui sont beaucoup plus recherchées. Et le dernier personnage qui est manquant, lui, c'est un gros balèze. Il vaut pour 3 unités, pour 3 points de contrôle quand il est présent sur une case. Donc à lui tout seul, il tient déjà très facilement les cases, donc c'est beaucoup plus facile. Alors évidemment, il y a des zones qui sont beaucoup plus recherchées par les joueurs, mais quand on retrouve dans une seule zone 2 marchés disponibles, là, le contrôle ici, c'est beaucoup plus disputé qu'un petit contrôle qui se trouverait à gauche à droite. Dernière action de fin de manche, ça va être de revoir l'ordre du tour qui va être dans l'ordre par rapport au positionnement sur les points de victoire. Donc celui qui a le moins de points de victoire va passer premier, puis deuxième, puis troisième. En cas d'égalité, on inverserait les positions. Voilà. Ça c'est la dernière action de fin de manche pour redémarrer une nouvelle manche dans un ordre spécifique, vu que le premier joueur, surtout si vous travaillez en planification, est avantagé pour savoir exactement ce qu'il va faire par rapport aux autres.
À la fin du jeu, on va comptabiliser les derniers points de victoire ici qui peuvent être validés. On va avoir un point de victoire par marché que l'on contrôle. On va avoir, selon le nombre d'attributs qui ont été révélés ici, de 1, 3 ou 6 points de victoire. Donc si j'ai réussi à tout révéler, je vais avoir 6 points de victoire aussi. Donc c'est vraiment un objectif en soi d'aller contrôler les deux marchés à la fin de la phase 2 pour débloquer des attributs. On va avoir pour 2 ressources rondes un point de victoire, pour une ressource triangle un point de victoire, et on va avoir les points de victoire des cartes que l'on aurait achetées avec point de victoire, donc ce genre de choses-ci qu'on va retrouver sur mes cartes. Ça me permettra d'avoir un vainqueur, et en cas d'égalité, c'est le joueur qui était premier au début de la 4e manche, ou en tout cas le plus proche du premier au début de la 4e manche, qui sera déclaré vainqueur, vu que c'était celui qui avait le moins de points de victoire avant le dernier tour. Voilà, donc DEI est un jeu très intéressant parce qu'on va placer ces personnages et en fait on va pouvoir développer quelque chose. Même si c'est un jeu de contrôle de majorité et tout ce qui va avec, au final, comme il n'y a pas de destruction sauf avec la chauve-souris, on va avoir la possibilité d'avoir beaucoup de bonhommes et de faire beaucoup d'actions et des grands retournements. Ce qui veut dire aussi que c'est un jeu qui est beaucoup plus intéressant quand on est 4 joueurs que 3 et que 2 parce que ça permet de ne pas toujours se taper entre deux et d'en avoir un qui soit par exemple à 3 joueurs, qui soit parti tout seul dans un coin et qu'on ne l'embête pas et que d'autres soient en train de faire le forcing pour absolument contrôler cette zone-ci pendant que l'autre est en train de se promener sur le plateau de jeu. Quand on est 4, systématiquement, les options et les interactions changent au fur et à mesure du temps. Effectivement, il y a peut-être 2 qui vont aller d'un côté, 2 qui vont aller de l'autre, mais après, ils vont se retrouver parce qu'on va plus ou moins aller tous vers le centre et on va se retrouver ainsi, on va finir par se taper dessus, en tout cas, on va finir par s'opposer pour aller prendre des majorités. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça change. Ce n'est pas tout le temps le même joueur qui attaque le même joueur. Ce qui est plus possible quand on est à 3, comme vous voyez ici, il y en a 2 qui commencent quelque part, il y en a un qui commence tout seul de l'autre. L'autre tout seul, il peut placer un bonhomme au fur et à mesure. Avec un seul bonhomme, il contrôle les majorités. Donc c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là quand on est à 3 joueurs que quand on est 4 joueurs. Et à 2, on affronte toujours le même. Il n'y a pas vraiment de surprise d'un autre joueur qui débarque et qui vient prendre une majorité à un endroit qu'on n'avait pas imaginé que c'était possible à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment la grande force de DEI, c'est vraiment 4 joueurs à mon sens. La meilleure manière de profiter du jeu et ces interactions-là. Si vous avez vraiment envie d'avoir un truc plus compliqué, comme je l'ai dit, une seule bande ici et de la planification. Et là-bas, c'est beaucoup plus tendu. Tout le monde veut faire les mêmes objectifs au même moment. Tout le monde est en train de se prendre la tête pour essayer d'arriver à récupérer telle zone et telle zone et tout le monde le fait dans le même tempo. Et donc, c'est très difficile. Celui qui veut casser son tempo va effectivement être plus à l'aise parce qu'il va prendre les zones en retard, mais seulement il aura effectivement moins de points de victoire et celui qui prendra tout dans l'ordre du coup aura été avantagé sur l'ensemble du jeu. Donc ça c'est les petites gestions, le fait d'avoir sa main qui tourne, son petit pouvoir personnel au niveau du personnage, les petits pouvoirs de drone, tout intéressant. Et vraiment acheter des cartes c'est important parce que ça va vous permettre d'avoir de meilleures options de jeu. Les marchés noirs sont très fortes parce que même si ce sont des actions de base, en fait ça permet d'en faire beaucoup. Et faire beaucoup d'actions de base en une seule fois, rentrer immédiatement faire un refuge et rentrer 3 personnages, c'était un endroit où vous n'étiez pas majoritaire, très intéressant avec ce personnage qui permet ici de rentrer sur des zones sur lesquelles il n'est pas majoritaire, et puis d'un coup de ramener 3 personnages en plus, c'est vite une récupération de majorité et l'autre joueur la perd, ne sait pas faire les actions qu'il avait prévues éventuellement, et le joueur qui a perdu sa majorité sur un marché ne sait peut-être pas faire l'action d'achat qui est nécessité d'avoir un contrôle d'un marché pour aller acheter une carte. Donc ça change beaucoup de choses. Visuellement, il est très intéressant, très beau parce que on voit bien la 3D à ce niveau-là. N'oubliez pas qu'un grappin vous permet de monter directement d'une zone sol à une zone étage et pas nécessairement le premier étage, je peux directement monter à cet étage-ci si je le voulais. Donc toutes les zones de toit sont au même niveau, elles sont juste, c'est toit ou sol, et il n'y a pas de notion de premier ou de deuxième, c'est juste pour le côté visuel du 3D, du rendu 3D que ceci existe. Donc voilà, c'est assez simple, c'est assez fluide, tout le monde joue bien, on réfléchit quand même beaucoup, surtout si on joue à son moment et pas en planification, parce qu'on va pouvoir faire les actions absolument que l'on voulait faire selon ce qui a été changé par l'un et par l'autre. Les cartes sont suffisantes au niveau des possibilités. Il y a des petites asymétries, tout le monde n'a pas les mêmes cartes au début du jeu, donc il y a des petites différences sur 1 ou 2 cartes par faction, mais tout ça se tourne très bien et très agréablement pendant l'ensemble de la partie.
C'est un jeu en collage et comme on est en été et que certains vont peut-être l'acheter ici, je vous déconseille d'y jouer au soleil parce qu'effectivement c'est comme ça va bouger ainsi, ça va gondoler vos plateaux. Donc vraiment à jouer à l'intérieur pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur le résultat final et sur le plateau tel qu'il est là. Voilà, je pense avoir fait le tour de DEI. Mais si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!